Aujourd'hui, je vais essayer de renouer les temps. On va s'appuyer sur ce que j'ai déjà fait, mais on va parler d'avenir. C'est la science, selon Renan. Alors, je vais essayer de partir en fait du bouquin dans lequel il est le plus question de science ou le plus visible. Quand on connaît pas Renan, mais de toute façon, enfin, qui est un bouquin important, c'est celui-ci. Alors, je vous le montre pas dans l'édition des œuvres complètes, volume 3. C'est pas tout le volume 3, mais c'est un gros morceau parce que c'est moche et puis c'est pas très visible et puis plus personne n'achète ce truc qui est sorti entre 47 et 61, édité par sa petite fille Henriette Psicari, mais de l'édition poche. L'avenir de la science de Renan, édition Annie Petit, et c'est une très bonne édition. Alors, c'est compliqué l'avenir de la science, donc c'est le titre du bouquin, hein, parce que c'est un truc que Renan écrit un peu en 47, surtout 48 et a priori 49, enfin vraiment 48-49 même, qu'il a sous-titré Pensée de 1048. Mais bon, une fois qu'il a écrit ce qu'il appelle ensuite son vieux Purana c'est un pot pourri en persan, c'est marqué en note de bas de page, hein, je sais pas parler comme ça là. Je crois pas d'ailleurs qu'en langue française on emploie ce terme pour autre chose que l'avenir de la science. Vous me direz. Le, 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 le jeune Renan montre son, sa somme, son volume, à quelques proches et quelques notamment professeurs qui lui disent mais tu es fou, voyons Nénès, ne publie jamais ça. Ne publie jamais ça, sinon pas de carrière, rien n'est possible. Trop audacieux, trop volumineux, trop massif et aussi très touffu. Donc il le met de côté, mais il le met pas complètement de côté parce qu'en fait il y a plein d'articles qu'il publie dans plein de revues qui sont les articles repris pour leur plus grande part déjà en volume par Renan, et les volumes sont ensuite repris dans les œuvres complètes de Psicari, enfin éditées par Psicari. Mais en fait donc, mais tout n'est pas repris et certaines choses le sont, etc. Et alors ça, ce boulot-là, il n'est pas fait et on réfléchit à le faire, mais c'est quand même difficile, c'est-à-dire à vraiment éditer une version de l'avenir de la science qui soit une édition génétique et comparative, en montrant en fait d'où vient tel ou tel article, quels sont les passages, quelles sont les modifications, quelles sont les reprises. Personne n'a encore fait ça parce que voilà, mais on réfléchit très fort. Et Renan lui-même, il édite tranquillement son truc en 1890. Je vous rappelle que Renan est né en 1823 et qu'il meurt 2 ans après en 1892. Et dans la préface, il explique il s'agit pour lui de faire qu'il a voulu remanier ce texte, que c'était impossible sans le dénaturer, qu'il le publie donc tel quel. Ne partageons plus le socialisme dont ces pages sont imprégnées. Je cite pas de mémoire exacte là, mais il y a des choses un peu comme ça dans cette présentation qui fait pas mal de palinodies, mais pas tant que ça, mais qui nuance en tout cas. Et après, on a ça, ce massif volume, l'avenir de la science, qui en fait, qui aurait dû être un programme chez Renan et qui fonctionne comme un programme pour son œuvre, pour ce qu'il veut faire, et qui, en même temps, devient un testament. Alors, 90, c'est pas la dernière publication de Renan. En 92, on a Feuilles détachées, qui marque comment lui-même revient de tout. On a des textes intimes, alors voilà. Mais, donc c'est quand même un moment très particulier, et on peut noter qu'on est presque 10 ans après les Souvenirs d'enfance et de jeunesse de 83, qui était un premier retour sur la jeunesse. Donc l'avenir de la science, c'est ce qui se passe après. Mais c'est intéressant parce que les Souvenirs d'enfance et de jeunesse, c'est Renan par les autres, soi-même comme un autre, à la Ricard. Donc Renan écoutant les souvenirs de sa mère, l'histoire familiale, Renan inscrit dans une terre, la Basse-Bretagne, Renan découvrant un nouveau milieu, Saint-Nicolas du Chardonnay, découvrant Saint-Sulpice, Renan face à ses professeurs, ce que ses professeurs ont dit de lui, vous n'êtes pas chrétien. Et l'avenir de la science, c'est Renan
finalement lecteur, hein, parce que on trouve les sources, il cite beaucoup, beaucoup plus qu'il ne le fait dans d'autres textes. C'est clairement une époque où il essaie de s'approcher de Prosper Enfantin, qui est alors le chef des Saint-Simoniens. C'est Pierre Leroux est pas mal cité, Auguste Comte l'est un peu. Bon, on a comme ça des traces de ces lectures qu'on a dans des textes plus intimes, comme les cahiers de jeunesse, mais qui n'ont été là publiés qu'à titre posthume. Et on a ce gros pavé dont il est encore pour le moment difficile de dire ce qui est réellement datable, enfin voilà, un texte de jeunesse et ce qui a éventuellement été modifié ensuite. Et là, j'ai pas en tête toutes les copies de l'avenir de la science. Je sais que le musée de la vie romantique en possède une de la main de sa sœur. Mais voilà, c'est l'avenir de la science, quoi. Voilà, le pavé. Euh, Alors bon, il y a aussi beaucoup de notes dans ce bouquin, dans l'édition d'Annie Petit. Je sais pas quand est-ce qu'elle a fait ça, je crois que c'est 95. Vraiment, si on vient à l'avenir de la science, c'est vraiment Wikisource, hein, là où on va le trouver facilement. Je trouve que Wikisource est plus facile à manipuler que Gallica. Après bon, parfois on peut aimer le PDF image, mais vraiment je préfère Wikisource à Gallica pour avoir directement les textes. Mais on n'a pas de pagination, ça c'est sûr. Et l'édition de poche d'Annie Petit, elle est super super pratique et vraiment pas mal. Bon, c'est un poche qui est un peu cher pour le coup, comme c'est un gros volume, il coûte 11,30 €. Bon ben voilà, je pense pas que ce soit inaccessible, mais comme ça vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'avenir de la science, Renan? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment il l'écrit? Je vous le rappelle rapidement, je me suis coincé ma bague dans mes cheveux, hein, c'est pour ça que je me tiens la main, ça fait mal. Renan était destiné à devenir prêtre, destiné par un vœu de sa mère, entièrement préparé par sa scolarité dans un petit séminaire en Bretagne, puis par la bourse qu'il a reçue grâce à l'entremise de sa sœur Henriette, il arrive au petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, et là, il poursuit cette formation ecclésiastique en rentrant au grand séminaire, d'abord dans l'annexe d'ici, donc c'est ici les Moulineaux, hein, c'est toujours un séminaire, ensuite dans l'annexe de Saint-Sulpice, qui est maintenant devenu, c'est place Saint-Sulpice, hein, c'est facile, une, euh, une annexe du ministère des Finances. Vous en déduisez ce que vous voulez. Il quitte le séminaire le 6 octobre 1845, après des vacances où il, je le cite, lutta des luttes de Dieu, c'est-à-dire où sa foi commence à vaciller. Il revient un peu aguerri, mais enfin, c'est quand même pas très solide. On lui propose un poste dans une école ecclésiastique qui en fait n'a jamais réellement ouvert, mais ça on ne le sait pas, enfin il ne le sait pas à ce moment-là, évidemment, puisqu'il n'est pas dans l'avenir, oh non. Voilà, j'ai décoincé mes cheveux. Et il part. Alors, ce poste est soumis à une condition qui est de prononcer des vœux définitifs. Il a déjà prononcé des vœux non définitifs, mais jamais de vœux définitifs. Et cette confrontation, il est mis au pied du mur, il lui faut prononcer ces vœux qu'il a déjà repoussés, le conduit à quitter Saint-Sulpice le 6 octobre 1845. Il descend les marches de Saint-Sulpice pour ne plus les remonter en soutane. Bon, j'ai vu les marches de Saint-Sulpice, ça fait 6 marches, hein. C'était pas aussi impressionnant qu'en lisant les souvenirs d'enfance et de jeunesse, mais quand même, c'est un moment. C'est vraiment un moment, bon, c'est pas un moment d'histoire des idées, parce que le moment où ça se passe pour lui, voilà, c'est un événement personnel et familial, hein. Mais il se passe quelque chose, sa vie bifurque, et il lui faut donc entamer une carrière de laïc. Et pour cela, il travaille beaucoup. De toute façon, il aura toujours beaucoup travaillé, il travaillait déjà beaucoup, hein, mais entre 45 et 48, on a une période d'intense production intellectuelle, mais qui n'est pas forcément très bien connue parce qu'on n'a pas beaucoup de textes. Alors on a des petites énigmes historiques complètement anecdotiques dans un journal pour jeunes filles, le journal des jeunes personnes qui est dirigé par Sophie Dulac-Trémadeur. On a aussi assez rapidement des articles dans La Liberté de penser. Et ça c'est intéressant parce que ça le place très à gauche. Et des articles intéressants qui viennent quand même plus ou moins de l'avenir de la science, ou qui le recoupe, mais pas entièrement, pas pour tout. Et donc 47-48, il rédige une énorme somme de philologie hébraïque. J'ai oublié le titre complet qui a obtenu, donc grâce à cette somme, il obtient le prix Volney 1847, ex aequo parce qu'on ne pouvait pas ne pas le donner à l'autre type qu'il a eu. Ça lui permet de se faire connaître. Je crois qu'il obtient un autre prix en 48 pour l'histoire de l'étude de la langue grecque en Occident,
enfin en Europe occidentale du 5e au 14e siècle, je crois que c'est ça. C'est énorme. Ça a été édité par Perrine Simon-Naum, j'espère qu'on le prononce comme ça. Et donc ça a été édité très récemment, en 2009. Hein. Et donc il se retrouve à faire ces choses, à faire ces grands textes qui lui permettent de se faire connaître. En parallèle, il passe ses 2 baccalauréats. À l'époque, on a un baccalauréat S sciences, un baccalauréat S lettres, qu'il passe comme une formalité, c'est-à-dire que les ecclésiastiques ou ceux qui se tournent vers une carrière ecclésiastique n'ont pas accès aux grades universitaires. Ce sont vraiment des carrières séparées. Donc il faut rattraper. Hein. Et il passe rapidement sa licence, l'agrégation, il est reçu premier en 48. Évidemment, 48, c'est aussi une époque de grands troubles politiques auxquels il assiste directement et qu'il raconte à sa sœur Henriette, ça on l'a dans la correspondance. Et on a plein d'éditions de ça, et puis on peut le trouver en ligne aussi. Alors l'avenir de la science, c'est le programme qui décide du reste, de la suite. Et c'est là où il va développer une vision très particulière et assez personnelle de la science, parce qu'il n'est pas positiviste, quoi qu'il s'intéresse au positivisme, cité donc dans l'avenir de la science, mais le positivisme est grosso modo trop dogmatique pour lui et trop ritualisé. Mais il met en place... alors c'est pas une religion scientiste, mais il met en place plutôt une religiosisation de la science. Et c'est très étonnant à parcourir et à comprendre. Alors ça, c'est vraiment étudié par le Disreta dans Religion et imaginaire religieux, leurs formes et leurs contours chez Ernest Renan, c'est sa thèse. Elle date des années 70, 78, 79, je sais plus. C'est une thèse hyper importante si on est renalien. C'est une thèse quand même vraiment bien. Hein. Et c'est édité par moi-même dans ma propre thèse, mais c'est aussi présenté par Annie Petit dans son édition. C'est quand même des choses qui sont assez régulièrement convoquées parce que c'est essentiel pour comprendre Renan. Qu'est-ce qui se passe quand il quitte le séminaire ? Ils ne rompt pas définitivement, il ne devient pas athée, il ne rompt pas, en fait, si, donc il rompt des vœux qu'il n'a pas encore prononcés, qu'il aurait dû prononcer, il rompt un projet de carrière, mais il ne rompt pas immédiatement avec sa foi. Et Berthelot, dans la préface de sa correspondance avec Renan, ça s'est paru à la fin du... Ouh, j'ai un trou, c'est quoi la date de parution de la correspondance Renan-Berthelot ? Marine, au secours ! Marine va bientôt éditer cette correspondance, on reste attentif. Et il précise Berthelot que Renan... que cette rupture n'a pas été sans quelques velléités de retour. Les doutes continuent, hein, les choses se font quand même toujours chez Renan en transition, en nuance. Et ce qui se passe, en fait, c'est que il ne perd pas son goût pour l'idéal ou sa sensation d'une vocation, et même on peut avoir l'impression qu'il ressent plus une vocation scientifique qu'une vocation ecclésiastique, à moins que ce ne soit par un système de compensation. Mais les raisons psychologiques, je ne pourrais jamais les déblayer, puis je pense qu'elles sont intéressantes. En tout cas, il en vient à penser la science, comme un idéal, qui le maintient, quoi. Et en fait, la façon dont il pense la science, on va dire théorique et pratique dans l'avenir de la science, se fonde sur des habitudes cléricales et sur la foi catholique. Mais c'est pas directement dit. Alors c'est dit stylistiquement, mais c'est pas directement dit. Comment ça se passe la science chez Renan ? On sort du séminaire, alors donc il y a ce jeu de compensation. Peut-être que je vais dire en fait à quoi ressemble un peu Alors il a lui-même fait une table des matières qui fonctionne pas, mais qui permet quand même d'avoir une table analytique en fait de ce qui doit apparaître dans le texte et qui n'est pas exactement ça. Et donc ça commence, alors vraiment c'est très... alors la dédicace à Eugène Burnouf, donc, qui est professeur de sanskrit,
Sanskrit, oui, au Collège de France et rappelle donc en fait cette vocation et l'idéal ascétique qu'il y a derrière l'idéal savant. Et on va avoir, chapitre 1, une seule chose est nécessaire, le sacré et le profane, ascétisme chrétien, sanctification de la vie intérieure, unité de la vie supérieure, possibilité de réaliser cette unité, maintenant une trop riche nature est un supplice. Là il parle de lui. De savoir, sa valeur objective, sa base psychologique, curiosité primitive, des premières tentatives scientifiques, la science conçue comme un attentat. C'est un mot qui ne reviendra pas, mais c'est quand même... des résultats et des applications de la science, idée de la science pure, résoudre l'énigme, c'est le monde. Hein. Quelle origine, quelle fin. C'est vraiment cause première et cause finale. Idée de la science pure, résoudre l'énigme donc, de la science dans le gouvernement de l'humanité réfléchie, bévues et mécomptes nécessaires des premiers moments de réflexion, tâche de notre temps, reconstruire par la science l'édifice bâti par les forces spontanées de la nature humaine, comment la philosophie gouvernera un jour le monde et comment la politique disparaîtra, etc. etc. Donc là on a une idée du style, c'est assez déclamatoire, c'est assez catégorique, souvent assertif, et en fait ce premier chapitre qui fonde l'ascétisme scientifique sur un ascétisme chrétien, eh ben il va amener tout, il sera respecté toute la vie de Renan, mais il va amener aussi donc tout son programme scientifique réel comme sa théorisation scientifique. Alors dans l'absolu, il ne faudrait pas séparer les deux, je le fais par commodité, parce que en fait tout découle l'un de l'autre. L'idée se réalise en action. Ça veut dire très concrètement qu'il y a des images chrétiennes ou au moins religieuses qui vont apparaître. Dans son discours de réception à l'Académie, en décrivant Claude Bernard, dont il récupère le fauteuil, hein, Renan décrit son collègue et ami comme un augure qui a ses mains dans les tripes des animaux, puisqu'il s'agit de vivisection, pour retrouver les secrets de la science. Et donc il tire ainsi une continuité entre une épistémologie religieuse et une épistémologie scientifique. Son mouvement de l'histoire lui permet de même de voir comment les chimères crues et perçues, donc là il y a toute une psychologie très complexe, hein, une psychologie historique, hein, on change de psychologie, non pas que le cerveau humain change, mais parce que les circonstances changent. On est dans une ère de syncrétisme, tout est symbole, tout est métaphore, et donc tout est religion. On passe à un âge de l'analyse dans lequel il reconnaît vraiment le 19e siècle, et il espère un âge de la synthèse finale. Donc là on retrouve des mouvements de la dialectique de l'histoire, ça vient de Hegel, ça passe par Cousin, mais on retrouve aussi un mouvement eschatologique. Et la synthèse finale chez Renan, c'est le moment où, ça on le trouve là, on le trouve aussi dans les dialogues philosophiques, c'est le moment où le savoir et le croire vont fusionner. Il n'y aura plus de distinction entre savoir et croire, puisqu'on aura tout démontré, tout prouvé, tout révélé. Et donc, d'un côté, la science va découvrir les vérités du monde, résoudre l'énigme, très concrètement par un ensemble de monographies, de synthèses scientifiques, etc. Et en même temps, cela se permet de bâtir l'édifice de la science, et il faut se rappeler que l'édifice, c'est une métaphore évangélique. Donc, tout se rejoint, notamment stylistiquement. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est comment l'idéal, on va dire, épistémologique, parce que c'est à la fois scientifique et religieux, et un idéal de savoir de Renan se résout, ou trouve sa réalisation plutôt, dans un style qui fait de la science avec des métaphores bibliques et en réécrivant la Bible. Bon, dit comme ça paraît un peu magique, mais c'est très... c'est absolument travaillé, et on voit, pour le coup, en quoi une métaphore, ou ce qui semble être une métaphore, a une portée épistémologique hyper importante. C'est déjà la réalisation d'un programme scientifique, de savoir qu'il s'agit de hâter pour parvenir à l'âge de la synthèse qu'il espérait voir de son vivant, et qu'à la fin de sa vie, il espère voir... Enfin, il espère que ça adviendra un jour. Alors, il reste plus détaché. Feuille détachée 1892, le titre est important. Et donc il y a comme ça un scientisme. Alors quand on parle de religion scientifique, ou de scientisme, ça n'est pas le positivisme d'Auguste Comte, donc qui est beaucoup plus codé, que je connais pas très bien, et je vais travailler là-dessus, mais qui calque en fait directement les rites positivistes sur des rites essentiellement chrétiens, avec un calendrier, enfin des choses comme ça. Chez Renan, ce ne sont pas les choses les plus visibles qui vont se récupérer, comme l'église, la messe, ce genre de choses. Ça, il ne le garde pas. Ça va vraiment se passer au niveau des habitudes.
Et c'est en ça que l'idéal ascétique est important. Il voit ainsi en ses collègues un bénédictin de notre âge, et la tâche, par exemple, des membres de la société asiatique à laquelle il appartient, donc des philologues, hein, spécialistes des langues d'Asie. Asie, c'est tout Moyen-Orient, Proche-Orient et Extrême-Orient. Euh, donc il les voit comme des ouvriers, comme parfois des animaux travailleurs, hein, donc avec des métaphores d'abeilles, de fourmis, etc., parfois des soldats, mais aussi donc comme des bénédictins, et c'est vraiment un- une comparaison ou une référence récurrente chez lui, parce qu'il fait référence aux travaux scientifiques, philologiques de la congrégation de Saint-Maur, dont, dont les travaux sont poursuivis par la publication des volumes de l'histoire littéraire de France. Donc il y a comme ça cette continuité dans les traditions, dans les habitudes, dans l'idéal, mais aussi dans la collectivité, parce que les moines y travaillent ensemble, et dans l'humilité scientifique qui passe donc par le collectif et l'anonymat. Alors, il ne demande pas à ses collègues de ne pas signer leurs papiers, hein, ça n'est pas le projet, mais en tout cas d'adopter cette humilité travailleuse et laborieuse de la science. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve assez passionnant à suivre. Je dois avouer que faire ma thèse là-dessus, bon, bah, il y avait des moments où c'était un peu âpre, hein, mais en même temps, bon, bah, il y a un idéal derrière, alors on a un peu envie, et ça amène dans le programme, on va dire, scientifique de renom, des choses super variables et super étonnantes, avec des préoccupations très concrètes. Par exemple, il publie dès les années 1848, je crois, un article sur une mode, un rituel scientifique qui vient d'apparaître et qui est le congrès. C'est un article qui s'intitule Les congrès philologiques en Allemagne. Alors en plus, ça vient de l'Allemagne, il adore l'Allemagne, l'Allemagne était comme un temple, etc. Donc c'est vraiment un modèle massif. Mais le congrès philologique, c'est aussi un moment de sociabilité et de confraternité, où on se rencontre, où le fait de se fréquenter va changer des choses. Il, euh, il déplore régulièrement Alors tout ça n'est pas dans l'avenir de la science, là je fais vraiment une synthèse de plein de choses, mais on peut en trouver des choses dans l'avenir de la science déjà, et puis après en fait il va quand même plus affiner ses questions pratiques au fur et à mesure de sa propre carrière et de ce qu'il voit concrètement. Il se retrouve ensuite, donc il y a les congrès, et puis il va vouloir, ça c'est notamment dans Peut-on travailler en province, c'est un discours qu'il a tenu devant un congrès de sociétés savantes. Il va, et donc le titre est évidemment provocateur, hein, puisque les gens viennent de province, là, dans les sociétés savantes, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés savantes en province, surtout au XIXe siècle. Il, euh, il postule alors qu'il serait bon que chaque étudiant vienne faire sa formation à Paris pour en ramener quelque chose de l'esprit, par une forme d'imprégnation en fait, hein, et maintienne ensuite l'activité scientifique dans les différentes régions françaises. Donc c'est vraiment des choses très concrètes, hein, où il faut être ami. Dans les congrès philologiques, il explique comment les jeunes savants peuvent rencontrer et être épaulés par des savants déjà installés. Enfin, en voyant ça, je me suis dit, mais waouh, il pense à moi, il pense à moi. Et, euh, et on a aussi, par exemple, là sur Il pense aux jeunes, hein. Putain, ça me rappelle mon grand-père, ça. Euh, il, euh, il se retrouve à distribuer des prix à la fin de sa vie, Académie française, tout ça. Et il en distribue un, je crois que c'est dans le discours de remise de prix du lycée Fénelon. A priori, Claudel et Proust auraient assisté à cette remise de prix. Ça me fait mourir de rire. Et il leur dit des choses qui sont pas très bien passées à l'époque dans la presse, mais travaillez beaucoup, euh, changez les travaux pour vous délasser, et puis n'oubliez pas d'être de bonne humeur, il faut de la gaieté. Voilà, et il faut prendre sa bonne part, et n'oubliez pas d'être gai. Donc c'est... voilà, et cette bonne humeur, voilà, un peu bonhomme, elle est très très mal passée à l'époque, surtout au niveau de ses détracteurs, parce qu'elle a été un peu vue, et ça va avec d'autres choses, comme un amollissement des mœurs,
voire un appel au péché, quoi. Et c'est pas ça, c'est travailler, mais bon, voilà. L'ascétisme scientifique, ça n'est pas tirer la gueule, quoi. C'est aussi comprendre qu'on travaille pour une œuvre plus lointaine qu'on ne verra pas. Pour cela, il prend régulièrement, deux, trois fois, une image qu'on trouve notamment dans les dialogues philosophiques. On en trouve une première esquisse dans l'avenir de la science, qui est celle de la tapisserie. Ah, a priori, il aurait visité l'atelier des Gobelins quand il était au séminaire. C'est pour avoir vraiment le détail érudit bibliographique. Mais il dit que là, nous travaillons en tant que scientifiques comme des savants, enfin comme les ouvriers pardon, des Gobelins qui tissent la tapisserie mais ne voient pas le motif et ne le verront qu'une fois fini parce qu'il faudra aller de l'autre côté de la tapisserie. Et parce qu'on n'a pas la vision d'ensemble. Et c'est une image que je trouve très belle et qui donne de l'espoir. Alors, bon, bah, c'est sûr que en philosophie et en histoire des sciences, l'apparition des concepts d'épistémé ou de révolution scientifique, ça colle pas du tout avec Renan et ça met tout par terre. Hein. L'idée qu'on est dans un système de pensée et que bah, ça change à peu près tous les 2 siècles, Michel Foucault, archéologie du savoir, les mots et les choses, ou la façon dont se passent les révolutions scientifiques, chez François Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques. Bon, ça marche pas avec Renan. Hein. Renan, on est dans une sens cumulative, téléologique, donc il va à un but, et ce but c'est la synthèse finale du savoir et du croire, et même de la matière et de l'immatériel, quand on va jusqu'au dialogue philosophique. C'est un fantasme de jugement dernier, heureux et voluptueux, par le savoir. Je pourrais même dire savoureux, vraiment. On a un jeu comme ça sur cette étymologie du savoir comme saveur. Oh, je vous parlerai des dialogues philosophiques une autre fois, mais ce texte est hallucinant. Et, euh, et donc la science, ben, il faut qu'on se dépêche, quoi, parce que là, on est à l'âge de l'analyse, à un âge réfléchi, où on a conscience de ce qui est en train de passer, du mouvement de l'histoire, et donc on peut un peu l'accélérer, quoi. Donc, pourquoi attendre? Allons-y, quoi. Mais c'est vraiment cet optimisme-là qu'on trouve dans l'avenir de la science, et c'est pour ça que c'est un texte que je trouve aussi sympathique. Et dans sa présentation du 190, présentation introduction, Renan dit aussi, en fait, qu'il en destine la publication maintenant à la jeunesse, parce que y a des erreurs, c'est pas très bien écrit, mais ça fait du bien à une jeune personne de lire le texte d'une autre jeune personne, pour s'y retrouver. Et en fait, il y a un rapport qui est tellement intime, confraternel, dans la façon dont il pense la science, que je trouve ça absolument réjouissant. Alors après, dans son programme scientifique de comment faire de la science, il y a les demandes de financement, et oui déjà, à l'époque, ou des réflexions très très détaillées sur la liberté de l'instruction supérieure en France, comment organiser les écoles, ça on va le trouver dans la réforme intellectuelle et morale de la France, avec des choses parfois très très étonnantes. Comment penser une libre concurrence au niveau de l'enseignement supérieur et l'organiser sans qu'elle soit faussée. C'est quand même intéressant. Et ça en important le modèle du privatdocentisme, donc c'est en fait, il faudrait en tant que jeune savant, que l'on puisse avoir accès à une salle, ouvrir un cours, et après on verrait, et là les étudiants en fait paieraient par cours. C'est une idée que je trouve abominable, mais elle est assez amusante, quoi, et on verrait qui remplit ou pas les salles. Ça, c'est clairement pas une idée d'un type qui avait 15 auditeurs au Collège de France, quoi. Mais aussi, il défend, en fait, cette religiosité qu'il accorde à la science, cet idéal scientifique, c'est ce qui lui permet aussi de fonder, alors c'est pas le premier, mais de proclamer et de vraiment militer toute sa vie. Et là, on peut vraiment dire que c'est un militant à ce niveau-là, l'autonomie de la science et de l'institution scientifique, au premier rang desquelles le Collège de France, qu'il avait en ligne de mire dès sa sortie du séminaire, qu'il a rejoint en 62 et vraiment rejoint en 72. 71-72, après la chute du Second Empire. Donc, voilà, avec cette idée que le Collège de France, c'est l'endroit où on voit la science en train de se faire, et qu'il ne doit pas y avoir au Collège de France, comme dans les autres institutions, de nominations politiques, mais que ces nominations doivent se faire par les pairs. À cela, il ajoute ça et là qu'il faudrait des espèces, comme on n'est plus sous l'Ancien Régime et qu'il n'y a plus de mécénat, il faut qu'il y ait des espèces il faut qu'il y ait trop de fonctionnaires,
et qu'on embauche trop de gens par exemple dans les bibliothèques, parce que comme ça il y en a, bah, on sait très bien qu'ils vont pas faire leur travail ou pas beaucoup, mais ils auront le temps pour faire de la science, et c'est une façon de les pensionner. Et en fait là il invente enfin il pense, ou il commence à penser, ce qu'est le statut du fonctionnaire actuel, du chercheur. Et c'est essentiel pour la recherche indépendante, comment il dit lui, dégagée des contraintes, donc, qu'elles soient financières. Il dit pas qu'il faut beaucoup d'argent, hein, mais il faut de l'argent. Et il faut des locaux, et il faut des équipements. Toute chose qui parle pas mal quand même ces derniers temps, quand on voit un peu ce qui est prévu avec la loi LPPR, j'ai oublié de quoi aller exactement l'acronyme, mais programme pluriannuel de la recherche, quelque chose comme ça. Qui propose notamment de mettre en concurrence, c'est-à-dire en fait de supprimer à terme, de ne pas financer les postes de maître de conférence, c'est-à-dire des CDI très mal payés. Hein. On débute à 1800 € pour être maître de conf. Et avec des maîtres de conf en tenure track, ça c'est un modèle plutôt anglo-saxon, c'est-à-dire des maîtres de conf en CDD de 6 ans. Ce serait un peu priori ce qui serait prévu, ou de 3 ans renouvelables une fois. Ça, on le voit déjà pour des postes 100% enseignement, type Prague ou CRPE, ça commence à apparaître. Et ouais, ce que montre en fait Renan dans son projet scientifique, c'est comment, dans la façon dont il pense la science, c'est comment la science est un idéal mais qui est fondé sur des conditions matérielles et des circonstances. Alors on peut lui reprocher de ne pas avoir autant pris en compte les conditions matérielles dans le reste de ses travaux de savants et notamment des travaux historiens. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même assez vrai. Ce qu'il fait, c'est clairement ce que Marx et Engels appellent l'idéalisme. Il étudie des fantômes quand il étudie l'esprit, enfin un produit de l'esprit humain, que serait une langue ou une religion, il s'appuie sur une vision idéaliste. Mais cet idéalisme, et là je fais vraiment un jeu de mots, hein, c'est aussi un idéal, et un idéal qui prend en compte la façon dont on travaille. Et on peut pas faire de la bonne science si on n'est pas payé. On fait pas de la bonne science si on déménage tout le temps. On fait pas de la bonne science si on se demande où on va bosser. En fait, on fait plus de science du tout. On fait de la recherche de financement. Et bon, ben, peut-être que l'avenir de la science est un des ouvrages, on va dire, d'actualité en ce moment. À voir. En tout cas, c'est une très très belle idée de la science, qui elle-même, donc une science qui est, enfin, c'est une idée qui est pas très scientifique, mais et ça porte loin. Hein. Je te dis à bientôt.